lancer l'enregistrement, c'est bon. C'est bon. Tu peux y aller. Eh bien, rebonsoir à tout le monde. Impossible n'est pas Octopus. Nous allons pouvoir lancer notre soirée avec le professeur Jacques Grégoire. Nous avons levé les problèmes techniques. Merci à vous pour votre patience. Je suis Antoine Tanet, je suis neuropsychologue de développement à Tours. J'ai la chance de pouvoir animer cette soirée pour Octopus. Pour ce rendez-vous des 30 minutes avec qui gagne de plus en plus de succès, je vous invite à vous inscrire sur la page Facebook d'Octopus Formation si vous voulez toutes les informations sur l'ensemble des événements et webinaires organisés. Professeur Jacques Grégoire, vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain. Nous avons la chance ce soir de profiter de votre intervention sur les actualités et avenirs de l'évaluation psychométrique. Je vous donne la parole et merci encore à vous d'avoir accepté d'intervenir pour nous. Merci pour votre invitation. Donc, effectivement, j'ai préparé un PowerPoint, donc la question de pouvoir présenter. Je vois que quand je fais un partage d'écran, il n'y a rien qui apparaît. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout blanc. Fenêtre, PowerPoint, rien du tout. Si je mets PowerPoint, fenêtre, on va voir ce que ça donne. Vous voyez quelque chose? Pas pour l'instant. Je crois qu'il faut Et un là, petit temps. non, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Vous avez peut-être une fenêtre qui apparaît avec l'onglet J'ai de tout. bureau. Non, alors ici, j'ai tout à l'écran, ou bien je choisis fenêtre. Si j'ai fenêtre et indiqué, mais ici, rien n'apparaît dans le PowerPoint. Est-ce qu'il faut que quand vous avez partagé votre écran, il faut que ça doit me demander le partage. Essayez, vous devez avoir une main qui doit se lever. Non, vous n'avez pas ça? C'est écrit partager. Donc, bon, si je mets partager, voilà ce qui se passe. Vous n'allez pas voir mon... Voilà, ça c'est partagé, voilà. Ça c'est partager mon bureau. Vous voyez rien du tout? Non. Bon. Moi, je vous propose de vous lancer sans PowerPoint. C'est pas grave, on l'enverra aux participants après. Donc, je vais faire, voilà. Bon, bah, écoutez, effectivement, donc, pour un petit peu cadrer aussi ma pratique, donc, voilà, ma spécialité, c'est la psychométrie que j'enseigne, sur laquelle j'ai fait des recherches. Et donc, la question, évidemment, qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui, c'est celle de l'évaluation psychométrique informatisée, actualité à venir. Alors, la question, parce qu'en réalité, ça recouvre une large gamme de degrés d'informatisation et qui va dépendre également du type d'outils. Hein, donc, on ne peut pas en parler de manière comme ça dans l'absolu en général. Une distinction importante entre le type de test, en mettant d'un côté les questionnaires et de l'autre côté ce qu'on mettra de manière générique, un peu comme on appellera de manière générique comme les tests de performance. Donc les questionnaires, ça va mesurer les comportements. L'important ici, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Donc en réalité, on va simplement recueillir l'information au travers dichotomique. Est-ce que cette phrase vous correspond pas, par exemple? Ou bien sur des échelles bipolaires, situer votre désir de ou votre perception de sur une échelle qui va aller, je ne sais pas moi, par exemple, de 0 à 10. Ça, c'est donc le premier type de test et on va voir que ça a des répercussions de l'informatisation. Catégorie, c'est de performance où vous devez réaliser une tâche qui généralement, pas toujours, hein, mais enregistrée comme étant réussie ou échouée, avec des degrés divers dans la réussite ou parfois de performance. Mais l'idée, c'est qu'il y a une tâche et une performance. Alors, si on regarde maintenant du côté de l'informatisation, on va voir en fonction de ces outils-là, l'informatisation à différents niveaux ou à différents moments d'application des tests. Alors ça, la passation à l'écran, qui peut se faire à distance, et on va revenir, hein, je vais revenir ici, les différents de passation
sur écran à distance ou éventuellement, hein, ça peut se faire dans la salle du psychologue, avec ou non. Dans certains cas, c'est le psychologue lui-même qui encode la réponse. Parfois, c'est le sujet lui-même qui, à côté du psychologue, va encoder sa réponse. Donc, premier niveau. Deuxième niveau, c'est le traitement des réponses. Depuis la, ça veut dire ici, par exemple, on va noter l'échec, on va le scoring, si on peut dire, qu'on va donner à chaque réponse. La transformation des notes, hein, c'est toute la transformation qui va se faire entre des notes brutes et des notes en note Z ou en toute autre note transformée. Le calcul de tout ce qui est note composite, la production de graphiques, et ça peut aller jusqu'à la production de rapports qui peuvent même devenir ce qu'on va appeler des rapports narratifs. Alors, ce qu'on appellera le rapport narratif, c'est au-delà simplement des résultats chiffrés, on va mettre un commentaire qui va être plus ou moins élaboré par rapport à l'ensemble des résultats produits par le sujet. Alors, troisième niveau, on est déjà une étape un peu plus sophistiquée. C'est ce qu'on appelle le testing adaptatif, ou on pourrait l'appeler aussi le testing sur mesure. C'est-à-dire qu'ici, c'est dans la procédure de passation, il y a une sélection qui est faite en fonction du sujet. L'idée étant que l'on va donner au sujet, présenter au sujet les questions qui sont les plus proches de son niveau sur le trait mesuré. Ça, c'est le quatrième un niveau d'informatisation déjà plus sophistiqué sur lequel je vais revenir. Et en fait, ici, et ça on est plutôt sur des perspectives d'avenir, même s'il y a déjà un certain nombre de choses qui existent, c'est la création de tâches nouvelles qui n'étaient pas possibles de réaliser sur les formats classiques, papier-crayon. Même, on va encore plus loin, on sort cette fois-ci du seul écran d'ordinateur pour faire des simulations qui peuvent être des simulations visuelles, sonores, hein, et donc on entre déjà dans une autre dimension. Donc voilà un cadre général, et maintenant je vais regarder un peu plus avec vous les niveaux ces différents niveaux d'informatisation. Alors, en commençant tout d'abord par la passation sur écran, avec des degrés d'informatisation qui sont très, très variables et aujourd'hui qui restent relativement pauvres. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement la reproduction à l'identique d'items qui étaient initialement présentés sur papier. Bon, par exemple, typiquement, ce n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis pratiquement plus de 20 ans, en France en tout cas, et même aux États-Unis plus anciens encore. Les questions sont données sur écran avec les mêmes catégories de réponses. Donc, plutôt que d'avoir un questionnaire papier-crayon, le sujet reçoit un lien, par exemple, à domicile, ou bien il est placé devant un ordinateur, il reçoit les questions une à une et il doit simplement cocher. Ça reste très, très élémentaire, donc c'est le degré le plus élémentaire de l'informatisation. Parfois, évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a de légères variations par rapport aux modalités de réponse. Par exemple, tout simplement l'utilisation de la souris. On voit maintenant, par exemple, les échelles de Wechsler, le Whisk 5 qui est sur tablette. On va avoir ici le toucher avec on touche la bonne réponse, voire dans certains cas, un toucher glissé. Le sujet va déplacer une pièce, par exemple, sur un écran tactile, qui peut avoir légères variations qui peuvent avoir un impact sur les réponses des personnes, en particulier avec l'informatique. Mais ça reste marginal et globalement, un transfert léger, je dirais, du papier vers l'ordinateur sans qu'il y ait une grande révolution au niveau informatisation. Maintenant, je vais m'intéresser ici un peu plus. Là, c'est quand même un changement très important au niveau psychométrique pur, c'est la passation. Alors, on la connaît un petit peu parce qu'elle était déjà présente, mais dans une forme faible
est assez peu satisfaisante dans tout le test cognitif, puisque, par exemple, comme les échelles Wechsler, on détermine en fonction de l'âge et on vous donne, on dit voilà la question, donc si vous avez tel âge, et puis on avance jusqu'au moment où vous allez avoir un certain nombre d'échecs, 2, 3, 4 échecs, puis on s'arrête. Donc on est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus sur mesure. Tout le monde ne passe pas la totalité des items. Mais l'informatique permet de faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est-à-dire, ici, on va généralement choisir, alors il y a des algorithmes qui sont utilisés. On va généralement choisir comme point de départ un niveau moyen, si je prends un test cognitif, mais c'est tout à fait valable également pour des traits de personnalité, hein, par exemple. Donc on situe un peu un item qui est une mesure qui vous situe un peu dans la moyenne des sujets sur le trait mesuré. Et puis, on va choisir alors les items en fonction de la vente. Donc, imaginons que, prenons un exemple facile, vous avez un test de vocabulaire. Bon, je prends une personne de 20 ans. On va dire, voilà, à 20 ans, voilà à peu près ce qu'en moyenne, premier item, on vous donne un item un peu plus difficile. Vous réussissez encore un peu plus difficile, vous ratez. On revient, mais on ne revient pas au point de départ. On va revenir niveau sur le trait qui est de plus en plus précis. En d'autres termes, on va faire exactement ce que l'on fait si on veut tester le saut en hauteur d'un athlète. On va placer la barre à un niveau, par exemple, on peut dire 1 mètre, et puis on met de mètres, le sujet, ça marche, il se prend la barre, on redescend à 115, là, il réussit, donc on va aller à 1 mètre, 1 mètre 16, il réussit à 1 mètre 17, à 1 mètre 18, il rate. Alors, quand on fait ça, il y a des contraintes qui doivent être. En réalité, il y a beaucoup d'avantages à faire ça, puisque vous êtes très précise avec peu d'items dans les tests classiques. Généralement, vous devez pour arriver à un niveau de précision souhaité. Hein, donc, dans la théorie classique des scores, on peut montrer qu'il y a vraiment une relation entre la précision de la mesure et le nombre de questions posées. Hein. Or, ici, c'est plus ça qui se passe. On est de nouvelles règles. Vous allez avoir un nombre d'items qui sont très ciblés sur votre aptitude, qui permettent d'avoir une mesure très précise de la caractéristique visée. Donc, dans un cas comme celui-là, alors, quelles sont les contraintes? Première contrainte, ce qu'on appelle une banque d'items. C'est-à-dire, vous devez au fond avoir un réservoir de questions. Vous allez aller chercher pour les questions de plus en plus près du vrai niveau sur le trait mesuré, le niveau du visé. Il vous faut aussi un algorithme. Donc, quel est l'algorithme? Comment est-ce que l'ordinateur décide que c'est cette question-là que l'on va poser à ce moment-là? Alors, il est assez beaucoup plus sophistiqué. Mais si on se place cette fois-ci au niveau des items, comme il vous faut beaucoup d'items, beaucoup plus que dans les tests classiques, parce que vous avez une importante, vous devez nécessairement avoir des items qui sont construits selon ce qu'on appelle de réponse à l'item. Donc, c'est un autre modèle statistique qui va être utilisé. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire vos normes à partir d'un seul échantillon. Par exemple, vocabulaire, et que dans ma base de données, j'ai 200 mots de vocabulaire. Je ne peux pas infliger à un échantillon d'étalonnage la passation de 200 items. Ce n'est pas possible. Il y a souvent des groupes différents qui vont passer les items. On va pouvoir calibrer avec ce qu'on appelle les modèles de réponse à l'item qui ont une propriété très forte, classique. Vous avez au fond une échelle qui en réalité est ordinale, mais qu'on traite comme une échelle d'intervalle. Alors, je m'explique. Quand vous avez, par exemple, vos mots de vocabulaire dans un test classique, vous connaissez l'ordre de difficulté. Mais est-ce que vous êtes sûr qui sépare les
l'item numéro 12 du numéro 13 et le même écart qui sépare, difficulté, hein, j'insiste, que l'écart qui sépare l'item 13 de l'item 14. C'est pas du tout évident. Donc vous les traitez tous comme si c'était le même, vous allez donner un point à chaque réussite. Vous considérez que l'intervalle est le même, mais c'est rarement le cas. Alors bien sûr, quand on construit le test, on essaye que les intervalles soient les plus proches possibles, mais c'est un peu du bricolage. Donc, par contre, grâce au modèle de réponse à l'item, on connaît exactement l'écart qui sépare les difficultés et la compétence du sujet, si on a un test cognitif, ou le niveau sur le trait, si on a un questionnaire, est recalculé à chaque fois en fonction de ce que l'on connaît sur le continuum qui est mesuré. Alors, ça dans un langage que j'espère compréhensible, mais on voit bien que là, il y a un progrès considérable et un changement de paradigme dans la mesure que l'on réalise avec les modèles de réponse à l'item. On peut utiliser encore aujourd'hui des exemples, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que ça suppose nécessairement une passation sur informatisée. Ce n'est pas possible de faire ça papier-crayon. Et ça supposait aussi banque d'items. Donc ça, c'est vraiment donc ici un modèle, je dirais, d'une échelle d'intervalle qui est ce qu'on pourrait appeler une échelle d'intervalle forte par rapport à l'échelle d'intervalle faible dans les modèles classiques. Pour moi, très important, marche qui est utilisé dans toute une série de tests, pas tellement dans le domaine clinique, parce que voilà, le coût de développement est souvent, mais qu'on va retrouver, par exemple, beaucoup de tests utilisés dans le cadre des par exemple, sélection du évaluation de compétences, qu'on retrouve aussi beaucoup aux États-Unis dans des tests utilisés pour l'évaluation des acquis. Hein, dans tous les tests ici d'évaluation en fin de parcours scolaire ou à des moments où, comme entrée, il y a beaucoup de tests qui sont de ce type-là, mais qui ne sont concevables qu'au niveau informatique. Évolution aussi importante, donc je viens de parler de la passation, la présentation des idées. Ce qui est important et ce qui est vraiment pour une évolution, mais qui est encore timide, je trouve aujourd'hui, c'est les nouveaux formats d'items. À nouveau, les nouveaux formats d'items, le plus simple, c'est le contrôle du temps. Il faut savoir que dans les tests classiques, la mesure du temps, elle est assez approximative. Hein. Si je fais passer les cubes à un enfant ou un adulte et que j'utilise mon chronomètre ou même la mesure mon téléphone portable, c'est assez approximatif. Hein. Le moment de déclenchement, le moment d'arrêt, voilà, ça se joue, c'est à quelques secondes près. Il est possible, quand vous présentez des items sur écran, d'avoir un déclenchement et un arrêt extrêmement précis. Donc, on a une mesure du temps qui est beaucoup plus précise, ce qui est important en neuropsychologie, par exemple, pour toute une série de fonctions, d'avoir des mesures de tension, par exemple, qui beaucoup plus précises qu'on pourrait faire en papier-crayon. On peut faire aussi, dans les formats d'items, avoir des mesures de réaction physique ou physiologique. On peut, par exemple, faire, alors c'est largement une recherche, mais on peut le faire de plus en plus dans un testing plus de l'eye tracking, par exemple. On va voir ou le qui va avoir lieu sur l'écran, par exemple. On peut avoir des mesures de type physiologique aussi qui peuvent être associées à des passations informatisées, ce qui est très compliqué à faire si vous êtes dans un format classique. Il est possible aussi, et ça arrive de plus en plus, de psychologie, d'avoir des animations, des séquences d'items qui apparaissent, qui disparaissent, qui se déplacent, qui se posent. Enfin, on peut faire toute une série de présentations nouvelles qui ne sont juste pas possibles dans le format
dans le format papier-crayon classique. Euh, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est les interactions du sujet avec les items. Et ça, c'est quelque chose d'un peu... Bon, c'était possible, version plus ancienne, avec la souris, voire éventuellement avec le clavier, mais c'était toujours très compliqué quand vous devez apprendre au sujet. Attention, pour faire tel mouvement, vous devez pousser sur 4, 5, 6, et 6, le 6, ça correspond aller sur la gauche, le 4, c'est monter sur l'écran, etc. Un peu mieux, c'est un peu mieux avec la souris, mais à nouveau, si vous avez des personnes plus âgées, vous allez voir qu'il y a souvent des problèmes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'évolution ici avec le toucher avec le doigt, qui est quand même une évolution importante, qui va permettre, qui permet déjà de faire glisser des objets, mais qui permettra de faire des rotations d'objets et toute une série de tâches beaucoup plus complexes. Aussi, un peu plus là dans le futur, l'inclusion, par exemple, dans le testing informatisé, de capsules vidéo, de séquences sonores, de dessins animés, qui peuvent apporter des choses complètement... Je prends un exemple ici. Euh, les tests, bon, de ce qu'on a appelé, parce que c'est devenu un petit peu dépassé maintenant, mais de parler d'intelligence émotionnelle, ont longtemps buté sur la reconnaissance, par exemple, des émotions chez d'autres personnes. Euh, et donc, j'ai encore il y a quelques années parti comme ça, où on montrait des photos et on demandait quelle est l'émotion que ressent cette personne. Et quand vous montrez une photo, vous êtes obligé, si vous voulez que la personne reconnaisse cette émotion, de la forcer en quelque sorte. Je veux dire, ou pas, il faut vraiment quelque chose qui est quasiment caricatural. On peut, ici, avec des capsules vidéo, arriver à des choses beaucoup plus subtiles, où on va voir non seulement le visage, mais également les mouvements, de manière extrêmement fine. Et donc ça, on peut inclure des stimuli d'une toute autre nature qui n'était pas possible de présenter dans le cadre classique papier-crayon. La même chose sur les séquences. Vous pouvez effectivement faire reconnaître des émotions, par exemple, dans la tonalité, la vitesse de puissance, en fait, toutes sortes d'éléments qu'on peut combiner, bien entendu, avec la même chose, les dessins animés, on voit bien ici. Alors, à nouveau, entre évidemment, les choses deviennent plus coûteuses, plus complexes. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez que développer aujourd'hui des jeux vidéo avec justement des animations, des personnages, c'est quelque chose qui coûte un pont. Hein, donc, il faut se rendre compte sur lequel techniquement c'est possible, mais ça devient très très compliqué. Hein. On peut même aller plus loin. On peut même maintenant sortir de l'écran, faire des simulations visuelles, simulations sonores. Le sujet peut évoluer dans un espace tridimensionnel, montrer des personnages, bouger. Mais à nouveau, c'est extrêmement coûteux de faire des développements comme cela. On a essayé, par exemple, et ça c'est pour moi une source de progrès potentiel, c'est rendre les tests plus écologiques, au sens placer des sujets dans des situations de la vie réelle. Hein. Et si vous faites ça, bien imaginer que le sujet doit entrer en interaction avec autrui, ou avec des objets. Mais on voit bien que le développement, le problème technique, parce que techniquement, on voit bien ce qu'on est capable de faire, je dis, dans des films, etc. On fait des choses fantastiques, mais pour des tests, ça coûte un pont. Donc pour moi, ça va être le problème numéro un. Alors, on a vu les modalités de passation, les stimuli. On va peut-être regarder maintenant, un peu avant qu'on puisse échanger, la question du traitement des réponses, qui est devenu beaucoup plus banal depuis déjà. C'est tout ce qui est cotation, calcul automatisé.
c'est un progrès important parce que c'est une réduction importante des erreurs et c'est la possibilité également de notre composite et statistique. C'est-à-dire que tant que vous deviez faire le travail d'abord, on sait qu'il y a tout le monde n'a pas conscience de cela, mais il y a plusieurs études qui ont été faites et qui montrent chez des professionnels comme chez des étudiants qui viennent de terminer leur formation de master, on voit qu'il y a énormément d'erreurs de calcul, tout simplement. Ils vont pas, on utilise mal les tableaux, on se trompe dans le calcul de l'âge, euh, d'addition, enfin plein de avoir des conséquences importantes. Donc on réduit, grâce au système informatique, ce qui est un bien évidemment pour le sujet, mais on peut aussi produire de l'information supplémentaire par des comparaisons de notes, par exemple, par des analyses de profil qui permettent finalement de tirer à partir des résultats du sujet beaucoup plus d'informations qu'on ne pouvait le faire à la main. On peut aussi, n'oublions pas, graphiques qui peuvent être de plus en plus sophistiqués, qui permettent une meilleure lisibilité des résultats et qui représentent aussi, il faut imaginer, d'une relation avec un patient, une meilleure présentation des résultats. Hein. Donc pour le sujet, vous pouvez mieux présenter ces résultats didactiques grâce aussi à des moyens. Alors, l'ordinateur a généré le graphique, maintenant vous pouvez l'imprimer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et ça terminera un peu cette petite question, rédiger des rapports. Alors, rappeler ce que mesure l'échelle dans le degré quasiment zéro du rapport narratif, mais on va voir, et ça existe déjà depuis plus de 20 ans pour certains outils, par exemple, ça a été créé depuis longtemps, par exemple, pour le MMPI ou pour d'autres questionnaires de personnalité, ou à partir du profil, et à partir d'une base de données importante des le génère vraiment un rapport qui est comme un rapport rédigé avec ici des avantages, mais aussi des risques. Hein. Je vois un des problèmes des rapports narratifs, c'est pour ça que je suis hésitant, les rapports narratifs comme étant une source d'hypothèses qui demande à être creusée et analysée en entretien au travers d'autres sources d'informations. Ça me paraît très bien. Il y a une tendance chez les praticiens qui reçoivent des rapports narratifs. Bah, alors, je ne veux pas jeter la pierre, hein, mais bon, voilà, c'est une tendance naturelle de tout être humain. D'autant plus que quand on a beaucoup de travail et qu'on est un peu submergé, c'est prendre le rapport narratif comme le rapport définitif. Et j'ai déjà vu dans certains domaines, simplement fait un copier-coller du rapport narratif généré par l'ordinateur, et hop, ça se retrouvait collé dans le rapport final du sujet. Ça, c'est peut-être un danger. Alors que l'outil, a priori, est un bon outil, attentif au mésusage, en tout cas, de ce rapport narratif. Mais ça peut être une source, à nouveau, d'information, parce que c'est vrai que si vous avez, et là, évidemment, c'est une des conditions, il faut que votre base de données rapport narratif soit bien construit. Donc, ça veut dire que vous ayez potassé vraiment la littérature de manière très approfondie et donc que vous offrez quelque chose qui est difficile à faire par le clinicien lui-même, qui n'a pas nécessairement le temps ni les moyens d'aller voir dans toute la littérature ce qu'on a raconté sur tel point. Hein. Donc ça, c'est un plus. Mais à condition qu'on le voit vraiment comme une hypothèse, mais qui demande à être creusé par la suite. Voilà un petit peu un tableau rapide des différentes organisations est déjà en marche, hein, on le voit, mais est aussi prometteuse à l'avenir d'amélioration de la qualité des mesures. Mais tout ça, évidemment, a un coût. Et le problème numéro un, et c'est pas pour rien que, vous savez, moi j'ai commencé vraiment à travailler en psychologie
au début des années 90, j'ai fait un post-doctorat à l'Université du Massachusetts, un prof qui existe toujours, hein, Ronan Bolton, qui a écrit les modèles de réponse à l'item, enfin plusieurs d'ailleurs. Mais lui, il pouvait travailler avec les grandes agences au niveau de l'éducation parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et beaucoup de ressources pour développer des outils informatisés. Donc, on est au début des années 90. Il y a déjà des choses très sophistiquées qui se font. On est pratiquement 30 ans plus tard. Le passage de ces nouvelles possibilités vers des domaines où on a moins de ressources, qui est en particulier le domaine clinique, là, ça a pris un sacré retard. Mais voilà, à nouveau, c'est toujours le même problème, hein. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Quand vous voyez évidemment l'argent qui est mis pour des tests, par exemple pour l'accéder à l'université, euh, ici ACT ou d'autres, GRE et d'autres, ben, c'est colossal. Ça n'a rien à voir avec les moyens dont on dit pour développer des tests dans les pays francophones. Voilà ce que je pouvais dire. Je suis évidemment disponible pour des échanges. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention particulièrement intéressante. La tradition sur ces 30 minutes avec, c'est que si vous souhaitez remercier, féliciter, vous pouvez le faire par le biais du chat avec les petits émoticônes d'applaudissements, si vous le souhaitez. Alors, merci en plus parce que vous avez parfaitement respecté les 30 minutes d'intervention, presque à la seconde près. Voilà. Ce qui est exceptionnellement rare. Ah bon? Je vais regarder les questions qui vous sont posées dans le chat et vous les posez telles quelles. Alors, première question de Mathieu. Est-il possible de faire de la recherche à partir d'un outil avec une banque d'items? Comment assurer la comparabilité des items de chaque sujet? Oui, mais c'est justement, mais pour autant que vous utilisiez ici les modèles de réponse à l'item. C'est-à-dire que, en fait, ça peut paraître étonnant parce que si vous prenez les modèles de la mesure, ce n'est pas du tout possible de faire ça. Mais en réalité, les paramètres de chaque question vont être statistiquement, je ne vais pas entrer ici, mais bon, si vous, il y a l'ouvrage que j'ai écrit avec Dany Lavaux, qui n'est pas publié chez de Book, tout un chapitre que j'ai rédigé sur les modèles de réponse. Voilà, c'est une introduction en français, je pense, qui est assez accessible, qui peut vous montrer que les paramètres, et en particulier le paramètre de difficulté des items, est calculé et devient indépendant du groupe de sujets qui a servi à le calculer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez, et par des techniques ici qu'on appelle d'ancrage, vous pouvez prendre, avoir une banque d'items que vous avez au cours du temps. Une masse d'items qui sont tous mis sur le même continuum. Donc, vous avez un continuum que vous mesurez. J'ai pris un exemple tout à l'heure, la par exemple. Mais vous allez les mettre tous. Ils ont été calculés, ces paramètres, pour différents sujets. Je ne vais pas entrer dans les éléments techniques d'ancrage qui permettent de mettre tous ces items sur le même continuum. Voilà, la mesure, elle est tout à fait comparable. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec ces méthodes-là, vous pouvez faire des comparaisons de groupes de sujets, des items différents. Et donc, dans la recherche, vous pouvez le faire. Alors, pour autant, parce que quand je parle d'ancrage, pour autant, je vais l'expliquer d'une manière assez simple. Si j'ai de nouveaux items, par exemple, de vocabulaire, je dois quand même avoir de nouveaux items en ayant avec mes nouveaux items, quelques anciens items qui vont servir à ancrer les items sur le continuum. Donc, de manière à ce que ce soit comparable. On pourrait avoir une petite explication technique un peu plus sophistiquée, mais ce n'est pas très compliqué à faire une fois que vous avez compris le système. C'est quand même très, très intéressant parce que vous pouvez faire des comparaisons au même moment, hein, donc à un moment T,
mais vous pouvez aussi faire des comparaisons entre des sujets en différents moments, ou voire même à différents moments. Parce qu'il va effectivement, vous pouvez à ce moment-là, parce que c'est souvent un des problèmes, hein, on va voir des sujets qui n'ont pas vraiment passé le même ensemble d'items, et alors on se retrouve en disant on ne peut rien comparer puisqu'ils n'ont pas passé les mêmes questions. Et par exemple, hein, ici on a encore travaillé, on travaille encore sur ce qu'on appelle les... si vous prenez deux échelles Wechsler pour adultes, ben, les items. Et donc la question, est-ce que c'est un effet des items en fait qui monte ou qui descend, ou est-ce que c'est un... On a publié ici un article récemment dans Intelligence là-dessus où on se dit mais oui, non, il y a un effet des items. Et donc si on peut, grâce au Merci à vous. Seconde question de Thierry qui nous demande si nous parlons bien de passation en face à face, mais sous forme digitalisée plutôt que papier-crayon. Alors, on peut avoir l'exemple le plus récent, mais ça reste encore très, très peu, il y en a extrêmement peu, c'est la passation du Wi-Fi. Puisqu'en fait, on a une tablette, hein, donc on a une tablette pour le sujet, pour l'observateur, hein, et qui simplifie d'ailleurs les choses, puisqu'en fait, ceux qui connaissent ces tablettes-là savent que ce sont soit il y a l'enregistrement des réponses du sujet, il y a même déjà un premier traitement de ces résultats. Et donc, le sujet va, vous lui, on peut dire, le tâche, et puis donc, lui va répondre, et ça apparaît directement sur votre tablette. On est en face à face. Donc, c'est très proche avec le papier-crayon, mais avec toutes les facilités. Et là, je trouve que, par exemple, le jeu de 2 tablettes permet tout à fait en clinique de faire des choses qui, aujourd'hui, sont encore un peu balbutiantes. Hein. Dans les échecs, c'était la toute première fois qu'on le faisait. J'ai eu la chance, parce que j'ai fait partie du comité scientifique aux États-Unis quand on a travaillé. J'ai travaillé avec cette interface. C'est pas si hyper compliqué, mais ici, on est resté quand même très, très... C'est-à-dire, on a gardé des items qui sont quasiment items, à une exception près, mais qui sont restés les mêmes items. Mais on peut imaginer, tout d'un coup, là, on n'est pas d'autres items, mais on peut rester dans quelque chose qui est interactif. Donc, il ne s'agit pas de dire le sujet face à un écran, ça devient un peu inhumain, etc. On peut imaginer quelque chose de très interactif. C'est tout à fait possible. Ouais, et d'ailleurs, je me permets une remarque, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi sur l'intérêt de l'usage de la tablette numérique avec des enfants qui ont un développement avec un trouble du spectre autistique, en montrant que par tablette interposée, on peut parfois mettre en évidence plus de compétences dans l'évaluation d'un enfant, dans ce contexte clinique-là. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais je pense que c'est une très bonne remarque. On voit aussi, c'est que les sujets, face à l'ordinateur, quand ils sont même parfois un peu plus de distance, ils sont moins stressés quelque part, parce que l'ordinateur, il n'est pas jugeant. On peut avoir des tâches où on échoue, mais l'ordinateur, lever les sources, il va pas... Il y a toutes sortes de communications non verbales qui peuvent inhiber le sujet. L'ordinateur, il ne s'énerve jamais. Et je suis tout à fait un vrai potentiel au niveau de l'interaction de certains sujets. Mais prenons l'exemple des questionnaires. À nouveau, je vois bien que ici, j'utilise maintenant, il y a plus de questionnaires qu'on peut passer en ligne en clinique. Et voilà, je trouve que ça marche pas mal parce que des questions, si on les avait parfois posées en face à face, auraient peut-être inhibé le sujet chez lui ou au calme. Il va peut-être oser un peu plus, dire certaines choses. L'ordinateur, il va même identifier des items critiques qui sont quand même des items associés souvent avec des pathologies que vous pouvez alors à ce moment-là reprendre
Donc, on a une évolution même du travail qui me semble tout à fait intéressante et positive. Je crois qu'il ne faut jamais rater une occasion de rappeler que les nouvelles technologies ont un intérêt clinique et humain. Exactement. Voilà. Question, oui, contrairement à. Il y a un biais de croyance, je pense. Question qui découle un peu de la dernière remarque. Est-ce qu'il existe des étalonnages spécifiques pour la passation de la WISC, par exemple, en format numérique? C'est là que, à nouveau, on revient sur des questions de coût. Généralement, ici, on a simplement vérifié au travers d'échantillons une différence significative entre la passation informatisée. Mais que pour bien faire, et surtout si les versions s'écartent de plus en plus, il faut être vraiment prudent. Hein. C'est pas la même chose, par exemple, de résoudre des cubes en utilisant son doigt et en faisant pivoter, enfin, effectuer des rotations avec son doigt sur un écran ou manipuler des cubes. Hein. Ça, il faut être vraiment. Pour ce qui concerne le WISC 5, des sondages, des normes spécifiques, simplement vérifier significatives. Mais voilà, vous utilisez les normes communes. Il ne faut pas perdre de vue, quand vous développez un test, ce qui est le plus coûteux, c'est les normes. Le développement des normes, c'est un pont. Hein. Ça, les psychologues n'ont pas toujours compte. Hein. Je vais vous donner les chiffres, mais c'est assez hallucinant. Mais imaginez que vous avez un test quand même deux séances de passation. Vous avez besoin d'un échantillon de 1000 sujets pratiqués par des psychologues professionnels qui ont des données qui doivent aller chez personne. C'est le calcul, quoi. Vous arrivez tout de suite à des chiffres colossaux. Donc, c'est pour ça que le développement des items, c'est pas tout coûte cher. Mais voilà, si on va vers par exemple des choses plus complexes où on fait appel à des acteurs, peut-être que ça sera autre chose. Ça sera plus coûteux. Il y a une question qui est revenue souvent dans le chat, notamment de Dominica, c'est comment faire si on évalue quelqu'un qui a avec un trouble moteur? Alors j'imagine que c'est pensé dans le cas de l'usage d'une tablette, à mon avis. Exactement. Alors c'est vrai, mais ceci dit, ça existe pour toute une série d'autres tests, hein, où il y a des biais de. Bon, je prends ici à nouveau un exemple. Je prends cet exemple-là parce que tout le monde le connaît. Et vous prenez les échelles de Washington, vous avez les cubes et vous avez les codes. Évidemment, et on sait très bien que de motricité fine, de manipulation, etc., vont impacter le sujet. Donc ça, alors on peut réduire évidemment qui se limite à pointer, voire même à ce moment-là, on peut avoir une version dessus que simplement et non chiffre. Évidemment, il y a toujours le même problème. C'est-à-dire, si vous essayez d'avoir qui sont tout terrain, c'est-à-dire qui conviennent à tout le monde, à un moment donné, vous allez réduire l'investigation. Donc, et c'est vrai que si vous problèmes je les élimine toutes, ça va. Donc, il faut quand même. Donc, parce qu'on peut dire aussi, il y a des problèmes visuels, il y a toutes sortes. Donc, voilà, je crois qu'il faut. Mais on peut, à mon avis, justement, essayer de donner un certain nombre de problèmes en remplaçant évidemment le touche, une réponse orale et avec des systèmes informatisés, automatisés aussi.
des félicitations d'Yvonique qui dit que c'est un exploit de votre part d'avoir pu parler de données d'imagerie cérébrale et de testing adaptatif sans diapo. Et on arrive sur les dernières questions. Est-ce qu'il existe des solutions pour faire des évaluations de QI à distance? Donc j'imagine à distance, c'est-à-dire pas physiquement dans la même pièce, quoi. Eh bien, écoutez, responsable d'une équipe de consultation à notre faculté. Et juste avant, j'ai reçu, enfin cet après-midi, une des consultantes me dit, mais elle a reçu un message d'une, parce que bon, les prennent contact avec nous, Sylvie, et quelqu'un qui se trouve et qui posait justement cette question. Je n'ai pas encore répondu, mais c'est l'occasion de dire. Alors, c'est déjà pas possible, ou sauf certains, oui, il y a maintenant le Raven 2 qui permet effectivement des testings à distance. Je suis extrêmement prudent par rapport à ça. Bon, je reste quand même un clinicien dans l'âme. Et quand vous passez des tâches au sujet, l'observation mine d'un de cela, c'est mettre en danger aussi notre qualité de notre interprétation. Vous voyez, c'est... Je voyais, bon, voilà, cet après-midi, j'avais des consultations et comment réagit une personne face à l'échec? Il y en a qui perdent complètement leurs moyens, par exemple. Voilà, c'est d'un coup, ça va plus. Et alors après, ils sont hyper stressés et de travers. Mais pour moi, c'est intéressant parce que là, qu'est-ce que je observe? Effectivement, il y a une interaction ici, des compétences cognitives et un contrôle émotionnel. Mais ça, je ne sais pas le voir. Vous voyez, c'est un problème pour moi. Parce que, en tout cas en clinique, ici, si tu as, par exemple, si vous êtes en entreprise et que vous avez des tests cognitifs pour voir la rapidité de décision, la complexité des tâches, etc. Là, on est autre chose. Quand on dit, bon, voilà, la personne, ce qui nous intéresse, c'est pas sa tête, ce qui nous intéresse, c'est sa performance. Vous voyez, si vous voulez des gens qui sont capables de prendre des décisions complexes rapidement, pour moi, à distance, ça pose aucun problème. Mais en clinique, c'est différent parce que justement, là, la performance, elle ne nous intéresse pas nécessairement en tant que telle, vous voyez. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de quoi elle est l'indice. Et pour ça, d'avoir plus d'informations. Moi, j'aime bien d'avoir les personnes au bout d'une séance, dire, tiens, comment vous évaluez ce que vous avez fait, qu'est-ce que c'est facile, et vous voyez, comme du chronomètre d'état stressé, qui nous fait perdre ses moyens, par exemple. Et si vous faites tout à distance, vous perdez de l'information. Et donc, ça limite aussi, voilà, non seulement les interprétations, les hypothèses, vous voyez. Parce que je peux avoir un test de QI qui n'est pas très bien réussi, mais qui en réalité, bon, moi je pense ici justement à un garçon d'une dizaine d'années avec des troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, c'est un gars, au niveau de ses acquis scolaires, il a un bon niveau, mais si je regarde les scores qu'il m'avait donné au test, ben, il ne devrait pas de faire ce qu'il fait au niveau scolaire. Mais il se fait que au moment du signe, hop, il a vraiment, il est parti de travers. Et donc, une des conclusions pour moi, c'est de dire, non, je pense que la manière dont s'est passé le testing n'est pas un bon reflet de ses compétences actuelles. Mais ça, je ne peux pas le savoir si j'étais absent. Juste le produit fini, si vous voulez. Moi, j'ai besoin de voir le processus. Voilà. Merci à vous. Ça va être l'heure de nous arrêter. Merci encore d'avoir accepté de faire cette intervention qui, je crois, a dû intéresser beaucoup d'entre nous. C'est trop rare de parler de psychométrie, encore moins par le biais des outils numériques.
C'était vraiment très intéressant. Je renvoie à toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin à vos ouvrages. J'invite tous ceux qui sont intéressés par ce rendez-vous des 30 minutes avec, encore une fois, à vous tourner vers la page Facebook et vous y abonner pour avoir toutes les informations de suivi. Je pense que nous aurons tous envie d'avoir vos diapos, si vous êtes d'accord pour les partager avec nous, parce que je pense qu'il va y avoir des références dedans. Voilà. Et, voilà. Et voilà, je pense qu'on sera tous très intéressés. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.